公益財団法人小西国際交流財団理事長の小西千鶴です。本日はお集まりいただきましてありがとうございます。当財団が行っています小西財団漫画翻訳賞は今年で第6回を迎えました。漫画翻訳に対する関心が少しずつ高まりを見せていることを嬉しく思います。Je m'appelle Shizu Konishi, président de la Fondation Konishi pour les échanges internationaux. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Le prix Konishi pour la traduction de manga en français que notre fondation organise en est cette année à sa 6e édition. Je suis heureuse de constater chaque année un intérêt grandissant pour la traduction du manga. 明日のグランプリ発表に先立ち、本日は漫画翻訳をテーマとした座談会を企画いたしました。日頃より漫画翻訳の現場に深く関わっておられる素晴らしいパネラーの皆様がお集まりくださいましたので、どうぞ最後までお楽しみください。Avant l'annonce demain du Grand Prix de cette édition, nous avons prévu cette table ronde sur la traduction de manga. Nous vous invitons à apprécier jusqu'au bout tous les échanges de ces intervenants, qui sont tous profondément impliqués dans le domaine de la traduction du manga au quotidien. いつも小西財団漫画翻訳賞を大切に考えてくださるアングレーム国際漫画祭の皆様、担当のポスト・パズロさんに心より感謝申し上げます。Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême et à son directeur artistique pour le manga, M. Fausto Fasulo, et pour son soutien continu à notre prix. また、当座談会の共催者である在フランス日本国大使館様、熱いご支援に賜りましてありがとうございます。本日は山谷博之講師様がお越しくださっておりますので、ご挨拶を賜りたく存じます。山谷講師様、どうぞこちらへお上がりください。Nous tenons également à remercier l'ambassade du Japon en France, co-organisatrice de cette table ronde, pour son soutien précieux. Monsieur Hiroyuki Yamaya, ministre de l'ambassade du Japon en France, est aujourd'hui présent parmi nous et souhaite ajouter quelques mots. Monsieur Yamaya, si vous voulez bien nous rejoindre sur scène. Alors, Madame Chizu Konishi, la présidente de la Fondation Konishi, et Mesdames et Messieurs, bonsoir. C'est un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour l'édition 2023 du prix Konishi pour la traduction de manga japonais en français. C'est également une grande joie d'être ici à la 50e édition du Festival international de bande dessinée d'Angoulême, d'autant plus que c'est ma première visite depuis ma prise de fonction en automne dernier. Tout d'abord, je souhaite exprimer ma profonde reconnaissance à la présidente de la Fondation, Chizu-san, ainsi qu'à toute son équipe pour l'organisation de ce prix annuel qui récompense le remarquable travail de l'ombre de ses traducteurs et ses traductrices. L'ambassade du Japon est ravie de pouvoir soutenir ce prix depuis sa création en 2018. J'en profite également pour remercier les organisateurs du festival, en particulier M. Fausto Fasulo, directeur artistique adjoint en charge de la programmation Asie, qui met à l'honneur le 9e art japonais à travers cet espace Manga City et les 3 expositions qui se tiennent cette année. En tant que japonais, c'est une grande fierté de constater l'engouement des Français pour les mangas. C'est un phénomène assez incroyable quand on sait que la France est le pays
qui consomme le plus de mangas en dehors du Japon. Aujourd'hui, la moitié des publications de bandes dessinées en France sont des mangas et les ventes ne cessent de croître. Beaucoup de Français ont découvert le Japon et sa culture à travers les mangas et les animés. Certaines personnes sont tellement séduites par le manga qu'ils apprennent le japonais, souhaitent voyager, voire même vivre, étudier et travailler au Japon. Le travail des traducteurs est essentiel car il contribue grandement au renforcement de la compréhension mutuelle entre nos deux pays ainsi qu'à la promotion de la culture japonaise en France. Il nous tarde de connaître la lauréat de cette année qui sera annoncée demain dans la soirée. Je lui souhaite d'ores et déjà une très bonne continuation dans sa carrière. Enfin, je souhaite que ce prix Konishi continue de mettre en lumière le fabuleux travail de traduction et je forme des vœux pour que les mangas continuent de distraire et inspirer les lecteurs français. Je vous remercie de votre attention. Très bien, bonsoir à tous. Je suis Frédéric Tout-le-Monde, coordinateur du prix Konishi pour la traduction de manga. On va donc commencer cette table ronde. Je vais demander à Thibaut Desbief de se lever et de venir nous rejoindre, traducteur, Édouard Lamodière, traductrice de manga, et Julien Gova, maître de conférence à Lyon 3 dans la faculté de japonais, pour m'accompagner dans cette table ronde. Je vous demande Merci à vous trois pour votre présence là ce soir. C'est toujours un plaisir de vous revoir, de vous retrouver pour ceux qui sont. Alors, Thibaut, tu es en France, tu habites au Japon aussi, et donc on a deux au Japon, deux en France. On est à égalité. On est à égalité. On va pouvoir parler à égalité. Alors, Julien, je crois qu'on va modérer la séance après. Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà. On va peut-être commencer par parler de cette sixième session, cette sixième édition du prix Konishi. Donc, Julien, tu es maître de conférence à Lyon 3, dans la faculté de japonais, mais aussi tu es membre du grand jury du prix Konishi. Est-ce que tu peux nous parler de cette sixième édition, de ce que le grand jury a ressenti face à ces 10 titres, ces terribles 10 titres? Tout à fait, donc c'est la 4e édition à laquelle je participe en tant que membre du grand jury du prix Konishi. Alors s'il y a un grand jury, c'est qu'il y a aussi un petit jury, on va peut-être aussi le premier jury, on parle de premier jury et de grand jury. Tout à fait. Donc le premier jury est composé de journalistes, de libraires, c'est ça, et des auteurs de bande dessinée ou de manga et des personnes qui travaillent quotidiennement en lien avec le manga. Voilà. Donc ce premier jury procède à un premier écrémage, on pourrait dire, où ils vont donc mettre une sorte de top 10, top 20. Ton micro marche. Pardon? Il est branché ton micro là? Oui, je pense qu'il est branché, effectivement. Et ce qui fait que nous, le membre du grand jury, on est 5, on reçoit en fait les 10 titres qui ont été le plus cités par ce premier jury. Et c'est à l'intérieur de cette sélection de 10 titres que nous allons nous réunir, discuter et choisir un vainqueur. Donc cette sélection, alors peut-être, vous voyez donc, à l'écran, peut-être quelques différences avec les années précédentes. J'ai l'impression que par rapport à ce que j'ai vu précédemment, il y a plus de seinen manga, c'est-à-dire de manga
destiné à un public plus âgé, peut-être en proportion de manière un peu plus importante cette année que les années précédentes. Deuxièmement, j'ai l'impression aussi, de la part de ce premier jury, il y a des choix qui sont en général des choix pas uniquement basés sur la traduction, puisque ce premier jury en fait, ne lit pas le japonais en général, mais choisit plutôt des titres qui vont intéresser sur le plan narratif, graphique, du scénario, etc. Et pour être tout à fait franc, en fait, ce sont des titres que moi aussi j'apprécie. Je ne connaissais pas tout en fait avant de devoir les évaluer. J'en avais lu plus de la moitié à vrai dire, dont certains titres que je connaissais d'ailleurs en japonais. Donc, personnellement, j'étais plutôt satisfait de voir les mangas que j'apprécie à titre personnel. Donc ça, c'est la première impression. Et il y avait quand même une impression que vous m'avez dit, que j'ai ressenti quand je vous ai envoyé la sélection, c'est que cette année, c'est un peu rock'n'roll. C'est-à-dire qu'il y avait des titres comme Rooster Fighter, comme Die Dark, dont vous attendiez pas forcément à ce type de titre. Oui et non. Pour être tout à fait franc, moi je m'attendais à ce genre de titre où le comique, où le second degré, le décalage, d'éléments très importants. Parce que je me doutais que le premier jury, ne connaissant pas les œuvres originales, se disait que là, avec des éléments qui sont censés faire rire, il y avait sans doute un challenge sur les traducteurs et, a priori, de leur point de vue, les traducteurs et les traductrices c'était plus bien débrouillé. C'est le cas. Ils sont tous, bien évidemment, des très bons titres et des très bonnes traductions que je vous conseille. Bien. Donc le Grand Prix sera annoncé demain durant la cérémonie de remise des Fauves. Ça démarre à 18h, donc je ne sais pas exactement à quelle heure exactement sera annoncé le Grand Prix, mais je vous invite à suivre les réseaux sociaux du festival et du Prix Comici, bien sûr, pour découvrir tous ensemble le Grand Prix de cette 6e édition. On va débuter donc cette rencontre sur la traduction de manga qu'on a intitulée Spécificité piège propre à la langue japonaise. Peut-être pour commencer, comme on va peut-être entrer dans des exemples assez concrets avec du langage, avec du vocabulaire propre à vos métiers, à votre domaine de travail. Peut-être que Julien, tu peux nous faire un petit débriefing très rapide sur quelques mots sur le japonais, sur la langue japonaise et sa construction, ses spécificités. C'est pas évident de parler de la langue japonaise en 5 minutes, mais donc je vais peut-être juste axer la discussion sur certains points qui me semblent importants de relever. Donc Nihongo, la langue japonaise, en japonais Kokugo, la langue nationale. Et si on parle de langue nationale, c'est que, comme vous voyez à l'écran, les 128 millions de personnes dans le monde qui parlent japonais sont à 99% des Japonais qui généralement habitent au Japon. Et donc, contrairement à la langue française, anglaise, espagnole, on parle et on utilise la langue japonaise principalement au Japon. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit en réalité, puisque si on regarde à l'inverse, comme on l'a signalé tout à l'heure, le nombre de publications en France d'origine japonaise, et ça comptabilise bien évidemment la bande dessinée, donc le manga, on voit qu'une bande dessinée sur deux vendue aujourd'hui en France est un manga, en général d'origine japonaise, écrit en japonais, publié au Japon. Donc c'est quand même le chiffre que je voulais mettre en avant. Et puis d'une manière plus large, en fait, la langue japonaise est aujourd'hui la deuxième la plus traduite dans l'industrie du livre aujourd'hui en France. Donc la deuxième langue derrière l'anglais, bien évidemment. Donc ça veut dire qu'il y a plus de livres traduits en japonais, du japonais en français que de livres qui viennent de l'allemand, de l'espagnol, du russe, du chinois, etc. C'est un point extrêmement important. Et bien évidemment, on comptabilise la totalité des ouvrages, dont les bandes dessinées, dont les mangas, et sans la bande dessinée, je pense que le japonais serait très très loin, sans doute. Donc, moi,
mon travail principal, hein, c'est d'être enseignant-chercheur à l'université, et je peux peut-être vous apporter quelques informations sur la popularité et l'engouement des études japonaises en France aujourd'hui. À l'université en France, on considère la langue japonaise dans la catégorisation du CNU section 15, c'est-à-dire les langues rares, dites rares. Est-ce que le japonais est aujourd'hui une langue si rare que ça à l'université? J'en doute, car si on comptabilise tous les cursus où on peut prendre cette langue, je pense bien sûr au cursus LLCER, donc c'est-à-dire un cursus dans lequel vous avez de la civilisation, de la littérature, etc. Et le cursus LEA, langues étrangères appliquées, c'est-à-dire anglais plus japonais, avec des cours orientés sur le marketing, le commerce international, le droit, la gestion, etc. Plus ceux qui en font en troisième langue, en option, etc. Et bien dans mon établissement à Lyon 3, mais c'est pareil, sans doute à Strasbourg, à Lille, à Aix, Toulouse, etc. Le japonais est la langue la plus demandée par les étudiants derrière l'anglais. Alors c'est sans doute la conséquence du fait que dans le secondaire, c'est-à-dire au lycée, le japonais est très peu représenté en France, comme vous le savez, hélas, c'est un gros problème. Et donc ceux qui ont envie de faire du japonais attendent l'université pour commencer leur formation, mais c'est aussi, je pense, plus largement un intérêt de la part du public pour la langue, la civilisation, peut-être le voyage au Japon, le rêve de faire un stage, de travailler, etc. Mais très souvent, il y a un intérêt pour la culture populaire, le manga, la bande dessinée, le jeu vidéo, les dramas, etc. Voilà quelques petits mots. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de japonais, ça je le fais à la fac. Mais néanmoins, pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose à la langue de Mishima, mais je ne sais pas, j'ai pas l'impression que dans cette salle, il y a des gens qui connaissent un petit peu le japonais, qui ont passé un petit GPT, qui ont pris quelques cours particuliers, donc je vais aller assez vite. Bon, vous savez que la difficulté de la langue japonaise, c'est d'abord l'écriture, puisque on mélange deux syllabaires, hiragana, katakana, que vous voyez à l'écran, plus le plus compliqué, hein, des kanji. Il y en a des dizaines de milliers, il faut en connaître à peu près 2000. C'est ce que le ministère de l'Éducation préconise pour que l'on puisse lire correctement tout ce qui est publié, journaux, romans, mangas, etc. Sachant qu'un même caractère peut se lire de plein de manières différentes. On peut peut-être passer à la slide suivante. Alors, je ne savais pas trop quoi vous mettre comme exemple de texte, et il faut que je faisais un cours sur le rapport à la défense, à l'armée, à la guerre au Japon, et donc j'ai sorti le fameux article 9 de la Constitution dont vous avez sans doute entendu parler, le fameux article sur la renonciation à la guerre de la Constitution japonaise de 1947. Ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est premièrement le mélange entre kanji et hiragana. Il n'y a pas de katakana ici, mais vous voyez très bien qu'il y a des sinogrammes d'origine chinoise mélangés avec des hiragana. Ensuite, c'est l'orientation du texte que je voulais également vous montrer. Orientation verticale contre orientation horizontale pour la traduction en français. Et puis le nombre de caractères, ce n'est pas forcément visible ici, mais le nombre de caractères, si on s'amuse comme ça à les comptabiliser, vous verrez qu'il y en a beaucoup moins dans la version originale en japonais que dans la version française traduite. Là, vous voyez peut-être où je veux en venir. Quand il va falloir traduire des bulles verticales, eh bien, il va falloir faire des choix, peut-être enlever des mots ou simplifier, etc. Donc je passe un petit peu sur l'aspect langue. Bon, là, en relisant rapidement dans le train ce petit texte, hein, je me suis dit qu'il y a des choses qui peuvent être compliquées pour mes apprenants à l'université de japonais, notamment le verbe principal du premier point, qui en français est le peuple japonais renonce, renoncer, mais c'est la quatrième ligne du point 1,
en fait se renoncer pour qui il est tout à la fin, enfin pour qui celui est tout à la fin du point 1. Et donc, effectivement, si on n'est pas habitué à lire beaucoup de japonais, il faut attendre la fin de la phrase, qui est super longue, hein, il y a 5 lignes, pour comprendre quel est le positionnement du peuple japonais par rapport à tout ce que l'on vient de dire avant, par rapport au COD. Et le fait de renoncer, d'abandonner la force armée est en fait au centre de la phrase. Donc quand on n'est pas habitué, en fait, on ne sait pas trop, jusqu'à lire la fin de la phrase, quelle est la position du texte, quelle est l'idée, quel est le message. Alors pour être tout à fait franc, quand on est habitué à lire beaucoup de japonais, on se doute qu'on va avoir un certain verbe et quel va être le message final. Mais c'est vrai que pour mes apprenants qui sont en 2e, 3e, ou parfois en master, qui ne sont pas très habitués à la traduction, c'est un exercice qui n'est pas forcément évident. Et pour le coup, à part l'habitude, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc voilà, en fait, en gros, les quelques points que je voulais vous montrer. Bon, après, il y a des choses. Le premier caractère que vous voyez là, donc Nippon Kokenpo, le ni, que vous voyez, ça se dit ni ici, mais ce même kanji, ce même sinogramme d'origine chinoise, il peut se lire ni, nichi, hi, bi, jitsu, il peut se lire ka également, sachant que dans un même mot, il peut se lire de 2 manières différentes, comme dans un mot simple, nichiobi. Est-ce que vous savez ce que veut dire nichiobi? Oui, dimanche. Vous avez 2 fois le même caractère et pourtant il ne se lit pas de la même manière dans un mot. Voilà, ça s'arracher les cheveux hein, quand on commence les études de japonais, mais ne vous inquiétez pas. Ça nous rappelle les bonnes choses. Non, mais c'est vrai que c'est un mot qui est évident pour n'importe quel apprenant de japonais, mais c'est compliqué. Donc voilà les quelques points sur lesquels je voulais intervenir. Je pense qu'on peut peut-être passer peut-être plus précisément à la traduction de manga. Merci beaucoup, Julien, pour ces petites explications bien précieuses pour comprendre de ce dont on va parler. Je vais d'abord vous demander de nous expliquer comment vous avez débuté dans la profession de traducteur, dans la traduction de manga. On va peut-être commencer par toi, Thibaut. Oui. Alors, moi j'ai commencé à traduire des mangas il y a à peu près 25 ans maintenant, donc ça commence à faire un peu. Et puis j'étais étudiant en licence aux langues orientales et j'ai vu dans les couloirs de l'université une annonce pour une maison d'édition qui ne se citait pas mais qui recherchait des personnes connaissant les mangas, un petit peu le monde des mangas, et il se trouve que j'étais passionné, je suis toujours passionné par les mangas et la bande dessinée. Jusqu'à quel point tu étais passionné? Jusqu'à quel point je faisais déjà un fanzine avec des copains à Marseille. C'était assez poussé. C'était assez poussé. Le japonais, c'était mon deuxième cursus. J'ai fait un premier cursus universitaire pour devenir expert comptable. J'ai gardé le costume de l'expert comptable, mais c'est tout ce qui m'en reste. J'ai fait 4 ans d'études de comptabilité et de gestion et je me suis réorienté parce que j'aimais les mangas et parce que j'aimais le japonais pour apprendre le japonais. Donc j'ai quitté ma ville de Marseille, parce que comme vous l'entendez, avec un fort accent marseillais, je viens de Marseille. Je suis allé à Paris et c'est à Paris donc que j'ai répondu à cette annonce assez, je dirais, prétentieusement. Pensant que je connaissais beaucoup de choses sur les mangas et que je pouvais partager cette connaissance avec un éditeur que je ne connaissais pas à l'époque et qui se trouvait être les éditions Kana. Juste, à ce moment-là, tu étais étudiant. J'étais étudiant. Tu étais étudiant à l'INALCO. J'étais étudiant à l'INALCO. Dans le cursus LLCR dont on a parlé ou c'est ça, la langue et civilisation étrangère, LLCE. Et j'étais en deuxième ou en troisième année, je ne me souviens plus, ou entre les deux. Et donc on s'est retrouvés à trois avoir répondu à cette annonce. Il y avait Vincent Zuzukowski qui est lui aussi traducteur de manga, et Misato Kakizaki Raya, parce qu'on est obligé de se marier. Et on a donc contribué à notre humble niveau à aider les éditeurs à trouver des titres au début. Et comme on était présents et qu'on avait quelques connaissances en japonais, les éditions Kana, qui ne s'appelaient pas encore les éditions Kana, mais qui allaient devenir les éditions Kana, nous ont
de proposer en tout cas de travailler sur les traductions. Donc j'ai travaillé pendant longtemps avec Misato en binôme au début. Je faisais plus de l'adaptation que de la traduction. Et je faisais... C'est ce qu'on voit là. Et donc là, j'ai fait de l'adaptation au départ sur des titres coréens. D'accord. Ce qui peut paraître un peu saugrenu, mais il se trouve que c'est les premiers titres que les éditions Kana ont sortis avant, juste avant Détective Conan et Saint Seiya. Et donc voilà, les premiers titres sur lesquels j'ai travaillé sont Détective Conan et Saint Seiya et Lady Oscar, et tout ça avec Misato au départ en tant qu'adaptateur. Pour Détective Conan, en cours de route, Misato a pris, moi j'ai pris mon envol puisque j'ai commencé à faire la traduction tout seul, et à partir du volume 24, je crois, jusqu'au 42, j'ai travaillé tout seul sur Détective Conan. Donc j'ai mis un certain temps avant de travailler tout seul. J'ai attendu le moment où je me sentais prêt et assez armé pour m'attaquer à la traduction. Voilà, en gros. Tu as traduit aussi essentiellement des shonen, ou c'est joué que tu as... Au début, d'abord j'ai suivi les tendances du marché, c'est-à-dire que le marché s'est d'abord construit autour de titres pour adolescents, titres comme Saint Seiya, comme Détective Conan, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, sont tous des titres qui ont d'abord forgé le marché du manga en France, et les seinen manga ont commencé à apparaître au début des années 2000. Et donc moi, quand j'ai commencé, c'était 96, 97. Et les premiers titres seinen sur lesquels j'ai travaillé, c'est au début des années 2000. On va passer à toi, Félix. Je suis désolé. Donc, petite erreur, Pokémon et Ranma, c'est Fédois. Toutes mes excuses. Vas-y. Bonsoir, moi c'est... Ça marche. Bonsoir, moi c'est Fédois, je suis traductrice de manga depuis 22 ans, il me semble, depuis 2001, je vous laisse calculer parce que moi je suis nulle en calcul. Et je suis également auteur de manga en auto-édition. Le début de mon parcours est assez similaire à celui de Thibaut en fait, parce que j'ai commencé... je suis devenue fan de manga dans le milieu des années 90. Je me suis dit, bon, en fait, c'est ça que je vais faire dans la vie, je vais être mangaka, je vais apprendre le japonais, je vais partir vivre au Japon et je vais sortir mon manga. Donc, je me suis inscrite à l'INALCO et j'ai commencé à apprendre le japonais. Et il se trouve que quand j'étais en 3e année, il me semble, un truc comme ça, il y a une de mes camarades de classe qui a été engagée aux éditions Glénat, et donc qui gérait tout l'édito chez Glénat. Et un jour, elle m'a proposé de remplacer une traductrice qui partait en vacances et qui ne pouvait pas s'occuper donc de ce tome 3 de Pikachu Adventures, qui est un shoujo Pokémon. Et donc, elle m'a dit, est-ce que tu peux nous dépanner sur ce titre ? Et je me suis dit, pourquoi pas, moi j'aime bien ça, j'aime bien traduire. C'est un peu ce qu'on fait en classe. Pokémon, il n'y a pas de problème, je gère. C'était à l'époque, il n'y avait que les 151 premiers, ça allait. Donc, je me suis lancée dans l'aventure. Et ça m'a bien plu. Et ensuite, il a fallu faire un autre remplacement sur les 3 derniers tomes de Ranma 1,5. Pareil, le duo de traducteurs d'adaptateurs ne pouvait plus s'en occuper. Donc voilà, j'ai pris ces 3 derniers tomes aussi. Et pareil, ça s'est plutôt bien passé. C'était une assez grosse pression aussi de traduire Ranma, qui était un titre très connu, mais que moi j'adorais. Donc c'est pareil, j'étais très contente de travailler dessus. Et suite à ça, ma copine m'a dit, bon, est-ce que tu veux une série à toi, démarrer depuis le début ? Je dis, oui, allez, en fait, ça me plaît bien tout ça. Et c'est comme ça que j'ai eu Rave, qui est la première série de Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. Et ensuite, j'ai eu Black Cat de Kentaro Yabuki, un auteur que j'ai pas mal suivi, parce que c'est celui qui a fait aussi To Love et To Love Darkness. Et assez rapidement, à peu près 1 an après mes débuts, on m'a confié la retraduction de Dragon Ball, qui est mon titre préféré, qui est le manga qui m'a fait aimer les mangas et c'était à la fois une expérience indescriptible et voilà, c'était une chance inouïe. J'avais harcelé ma copine de chez Glénat en lui disant il faut faire une retraduction pour Dragon Ball. La traduction, elle avait une dizaine d'années, il y avait eu pas mal de soucis au début, de la censure, des trucs comme ça. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils me confient la retraduction à moi.
Mais je me suis dit, bah, je peux pas laisser passer cette chance inouïe. Voilà. Une petite pression quand même sur Dragon Ball. Mais je le dis à chaque fois, mais quand j'ai commencé tome 1, première page, mes mains tremblaient sur le clavier, littéralement. C'est tout pour moi Dragon Ball, c'est toute ma vie. Et il n'y a pas une pression enfin, de Bible à respecter, de cahier des charges sur Dragon Ball? À l'époque, c'était freestyle. On était en 2002. C'est bon temps. Oui. Frédéric, tu peux peut-être aussi présenter tes activités. Tu fais un petit peu l'inverse finalement, parce que au Japon, tu publies des bandes dessinées franco-belges, européennes. Oui, tout à fait. Alors, en dehors de la coordination du prix Konishi, donc j'ai une maison d'édition qui s'appelle Euromanga au Japon, créée en 2008, avec laquelle je publie des bandes dessinées et des mangas français, ou en tout cas de création française. En bande dessinée, des titres comme Black Sad, Enki Bilal, les BD d'Enki Bilal, La quête de l'œuvre du temps, des choses comme ça, assez savieuses. Et puis en manga, la série Radiante et la série La Semaine. Voilà, donc je fais l'inverse de vous, non, je fais pas l'inverse de vous, parce que moi je suis du côté obscur de la force, je suis du côté éditeur. Je fais travailler des traducteurs japonais, qui travaillent essentiellement comme vous, mais avec quelques petites différences qu'on verra peut-être tout à l'heure, qui sont liées aux spécificités, non pas de la langue japonaise, mais de la langue française. Donc on en parlera peut-être un chouïa par la suite. Pour l'instant, on va peut-être revenir sur le Japon. Je crois que Thibaut, tu avais des choses à nous dire sur certaines de tes traductions. J'ai toujours des choses à dire, mais alors, en l'occurrence, puisqu'on parle des spécificités des textes du manga, alors, il y a un point sur lequel je pense que les lecteurs de manga ont l'habitude, ils constatent souvent que d'un manga à l'autre, c'est plus ou moins bavard, c'est plus ou moins du langage spécifique, chaque manga a ses spécificités, mais en termes de texte, c'est très très varié. Et j'ai eu la chance de travailler sur beaucoup de mangas, donc d'aborder un peu toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans la traduction de manga. Celle qui me pose, je dirais, le plus de problèmes psychologiquement, c'est souvent la longueur des textes. Parce qu'on doit évaluer la quantité de travail à fournir, comme on est la plupart tous des indépendants, des freelances, on doit faire des devis par rapport au travail qu'on nous demande, et faire des devis sur des mangas qui sont extrêmement longs, chronophages, qui nécessitent qu'on respecte des délais et en même temps qu'on ne mette pas notre famille sur la paille, c'est souvent compliqué. Et donc, parmi les exemples que j'ai relevés, il y a Death Note, qui est un manga qui est très bavard et qui en plus est souvent le théâtre d'affrontement entre deux personnages qui imaginent ce que l'autre pense. Donc en japonais, le japonais a une spécificité, c'est que c'est une langue qui supporte la répétition. Contrairement au français, où on n'aime pas trop répéter le même mot dans une phrase, dans une page. En japonais, on peut avoir le même mot, on peut dire je mange des pâtes parce que j'aime les pâtes et que mes enfants aiment les pâtes et que toute la famille aime les pâtes, et ça ne choquera personne, ce ne sera pas une lourdeur stylistique, alors qu'en français, on va complètement éviter. Dans le cas de Death Note, on a deux personnages, donc Light et elle, qui passent leur temps à dire je sais que tu penses que je pense que tu penses que je pense. Et en gros, il faut essayer de gérer ça. Alors, gérer ça sur un tome, c'est relativement faisable. Gérer ça sur 13 tomes, c'est particulièrement épuisant. Et il faut faire preuve d'inventivité. Alors, bon, c'était il y a longtemps, donc je ne me souviens plus exactement comment j'ai géré ça. J'espère pas trop mal. Mais le souvenir que j'en ai, c'était que je m'arrachais les cheveux. D'ailleurs, il m'en reste plus tellement. Et c'était assez compliqué. Alors, je crois que tu as un autre exemple de... J'ai fait dans la graduation, en fait. Death Note étant... Un petit peu bavard. Dans les mangas, un petit peu bavard. bavard. Un petit peu bavard, juste un tout petit peu. On a donc Détective Conan, où au fur et à mesure des tomes, il y a de moins en moins de dessins et de plus en plus de textes. Donc, une des difficultés de Conan, c'est que... Alors, ça relève plus de l'adaptation, en fait, parce que Conan, c'est l'histoire d'un garçon qui résout des enquêtes, et les enquêtes sont toujours en rapport avec l'actualité, en rapport avec les évolutions technologiques, l'utilisation des téléphones portables, l'utilisation des nouveaux moyens de communication au Japon, et c'est souvent des petites astuces qui jouent avec la langue japonaise,
En fait, un texte, par exemple, qui va être écrit verticalement, lorsqu'on lit la 4e syllabe de la 5e ligne, ça nous donne un indice. Tout ça, il faut le restituer en français, donc faire preuve d'inventivité. Et tout ce travail est une des raisons pour lesquelles, au tome 42, je me suis arrêté, parce que je pense que j'allais mourir d'épuisement. Et j'ai passé la main. Mais voilà, des petits ponants, comme vous voyez, il y a pas mal de textes. Et enfin, je crois qu'il y en a encore une. Je crois qu'il y a pire, en fait. Voilà. Donc le dernier, qui est Hunter x Hunter, qui est un manga sur lequel j'ai travaillé pendant quelques années, qui a comment dire, qui combine tout ce que le traducteur adore, c'est-à-dire des textes compliqués, beaucoup de textes, un auteur un peu fou, et en plus une parution très sporadique, ce qui fait qu'à chaque fois qu'un nouveau tome sort, il faut relire les 35 d'avant, parce qu'on a déjà tout oublié. Donc voilà, un métier formidable. Mais sur un titre comme là, tu as pris des exemples, je pense que tu as pris des pages un peu emblématiques. J'ai pris des pages où il n'y a pas trop de texte. Quand tu commences, parce que tu parlais tout à l'heure de faire un devis à l'éditeur en essayant de calibrer la longueur, le temps que ça allait te prendre, d'identifier le temps que ça allait te prendre par rapport à la quantité de texte. Souvent, la quantité de texte varie d'un tome à l'autre. L'auteur peut devenir plus bavard ou pas. Je pense que sur une série comme Hunter x Hunter, on monte, plus le temps passe, plus il y a de texte. Exactement. Mais est-ce qu'il y a aussi le tarif évolue? Bien sûr. Est-ce que c'est bien sûr. Pour la série, on décide d'un tarif et ça reste. Et c'est évolutif. Ça augmente de 50% par an, bien sûr. Enfin, non, le tarif décidé en 2000, parce que Hunter x Hunter est une série qui a commencé en 99, en 2000, et effectivement, je pense à quelque chose près le même qui ne tient pas compte de l'inflation. Mais bon, ça c'est anecdotique. D'accord. Fédois, est-ce que tu as ce genre d'anecdote? Enfin, est-ce que tu es aussi confronté à ce problème de manga extrêmement bavard? Oui, bien sûr, ça arrive. Des fois, on accepte un shonen en se disant « Oh, c'est bon, ça va se bastonner dans tous les sens, il va pas y avoir de texte ». Moi, mon exemple, c'était Yuki Holder. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont lu. C'était la suite de Negima. Et j'ai failli me tirer une balle. J'ai failli faire comme toi, Thibaut, abandonner avant la fin. Je me suis dit « Non, allez, je tiens bon ». En plus, c'était la suite d'une série que je n'avais pas traduite, donc c'est toujours un petit peu plus compliqué d'aller rechercher dans un lexique qui n'a pas été couché par écrit à l'époque. Et oui, c'est vrai que le nombre de bulles dans Yuki Holder était tellement faramineux que je me souviens de cette citation d'un ami qui m'avait dit « Alors là, c'est plus une planche, c'est du champagne », tellement il y a de bulles dessus. Voilà. Et je me souviens aussi d'un one-shot qui était particulièrement textu et compliqué, mais qui était très très intéressant à traduire. Pour le coup, ça s'appelle The Outsider de Go Tanabe, qui était sorti chez Glénat à l'époque, et qui reprenait 3 nouvelles, une de Lovecraft, une de Tcherov et une de... C'était qui? Gagol, je crois. Enfin bref, 2 auteurs russes et un auteur américain, et donc bon bah... Je pense que la réputation de Lovecraft le précède, c'était évidemment très compliqué. Et au niveau de la nouvelle de Tcherov, il y avait énormément de textes sur les moujiks, la campagne russe. Heureusement, j'avais fait russe LV3 au lycée, ça m'a sauvé la vie. Alors, je crois que sur le prix Konishi, tu confirmeras, Julien, mais on n'a pas tant de titres si bavards. Enfin, non, il n'y a pas de titre très bavard, néanmoins, il y a certaines difficultés qui peuvent correspondre un petit peu à ce dont on parlait, par exemple des contextes historiques, géographiques un petit peu particuliers, comme Manchuria, Opium Squad, dans lequel il se passe pendant l'occupation japonaise en Mandchourie, dans les années 40. Donc, il y a des noms de lieux, je pense que voilà, qui ne sont pas forcément évidents à lire, à reconnaître, même pour un lecteur japonais. Il y a des expressions, il y a des proguets, des dialectes un petit peu particuliers, et puis il y a des références bien sûr à l'histoire du Japon, qui ne sont pas forcément non plus évidentes pour n'importe quel lecteur. Donc, tout cela en fait implique de la part de la personne qui traduit ce texte
de compréhension, donc un travail en amont, de recherche. Donc bien sûr sur Internet, Wikipédia est toujours notre ami, mais qui peut parfois nous mener vers des recherches un peu plus complètes quand il faut voilà, comprendre des points un peu plus précis. D'autres formes de difficultés qui sont apparues dans la sélection de cette année Iconichi, c'est peut-être l'humour, je ne sais pas si on peut passer à ce sujet-là, mais comment rendre des blagues, notamment quand il y a des jeux de mots, qui sont basés sur des jeux de caractères, donc des sinogrammes japonais, qui sont bien sûr compréhensibles pour un lecteur d'origine japonaise, mais qui vont tomber à l'eau pour les Français. Est-ce qu'il faut passer par un jeu de mots français équivalent? Alors, d'une manière générale, c'est ce que l'on fait. Autrefois, peut-être certains auraient mis une note de bas de page pour expliquer toute la blague, etc. Mais bon, c'est dommage parce que ça tombe à l'eau. Le but d'un manga, c'est aussi de reproduire des émotions qui soient, si possible, assez ressemblantes à ce qu'a éprouvé le lecteur ou la lectrice japonaise dans ce même contexte. Donc moi, je suis personnellement plutôt opposé aux notes de bas de page dans les traductions de manga. Alors, je sais que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et certains de mes étudiants, par exemple, s'ils le pouvaient, mettraient des notes de bas de page à toutes les pages, en fait. Je pense que ce n'est pas une bonne solution. Sinon, on laisse le texte original, quoi, hein. Et puis on propose à côté une sorte de PDF qu'on distribue en français avec plein d'explications, une analyse de texte, etc. Il faut que la bande dessinée fonctionne. Mais ça, c'est intéressant parce que, par exemple, au Japon, dans les comics américains, quand ils sont traduits, il y a deux maisons d'édition au Japon qui traduisent des comics américains. Et dans la version japonaise, ils mettent un feuillet de notes en disant case par case, là, il dit ça parce que ça, ou ça, c'est une référence à ça, en tout petit caractère. C'est vraiment pour les fanatiques qui ont vraiment envie de connaître tous les détails. Et il y a ce souci du détail qui gère par un feuillet volant dans les livres. Voilà, je ne suis pas contre en soi, mais simplement que ça change l'expérience de lecture de livre. C'est-à-dire que là, c'est vraiment pour des fans hardcore qui veulent analyser, comprendre à 100%, essayer de contextualiser, de maîtriser aussi la langue d'origine. Bon, c'est très bien comme intention, mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'expérience de lecture originale. Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est triste? Est-ce qu'on a peur? Bref, ce sont des émotions qui doivent être normalement données de manière immédiate au lecteur. Si on n'arrive pas à le faire de manière immédiate, c'est qu'il y a peut-être un souci, ou simplement quelque chose. Et puis, si je peux me permettre, lorsqu'on fait une traduction de manga, notre objectif, c'est de s'adresser à des personnes qui ne connaissent pas forcément la culture japonaise et d'arriver à produire un texte qui soit compréhensible, amusant, drôle par le plus grand nombre et pas uniquement par des personnes qui maîtrisent les codes de la langue japonaise, de la culture japonaise. Le recours à la note, que moi je n'aime pas, évidemment, qui parfois est indispensable parce qu'il y a vraiment un cas exceptionnel où on est obligé de passer par là. Mais la norme, c'est évidemment d'éviter les notes et de franciser, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas d'arriver au maximum à un texte qui soit lisible par quelqu'un qui ne connaît absolument rien de la culture japonaise. Absolument. Moi, dans mes cours de traduction, que ce soit des cours de traduction de manga ou d'articles de journaux que je donne à mes étudiants, quand ils arrivent avec des notes de bas de page, quand ils arrivent avec des mots japonais qu'ils veulent laisser tel quel, je leur dis ok, c'est très bien votre traduction, mais est-ce que votre grand-mère comprendrait cette phrase-là? Et dans 90% des cas, ils disent bah non, votre grand-mère ne comprendra pas, mais moi qui connais le Japon, mon public pourra sans doute s'y reconnaître. Non. Alors que votre mère, je ne sais pas ce que ça veut dire izakaya, il faut trouver un équivalent, je suis désolé. Il faut aussi s'adresser à un public plus large que les étudiants de japonais de Lyon 3 qui traduisent du japonais. C'est pas évident. Thibaut, je crois que tu voulais nous parler de ce titre-là. Justement, en fait, c'est l'exemple type qui rejoint exactement ce qu'on disait. Donc, Kaimusho no Naka, dans la prison de Kazuichi Hanawa, qui est un récit autobiographique du séjour en prison de l'auteur. Il raconte son quotidien et qui est très axé sur la nourriture.
Il raconte tous les plats qu'on lui a servis, jour après jour, matin, midi et soir. Et là, sur cette page-là, bah, si je me souviens bien, c'est son programme du Nouvel An. C'est la manière dont il a fêté le Nouvel An, avec ses différents repas. Et chaque repas est détaillé avec le contenu de chaque plat. Et qui, bien évidemment, on n'est pas au resto italien, on est dans la cuisine japonaise, avec uniquement des ingrédients qui viennent du Japon et des plats qui sont disponibles uniquement au Japon. Donc c'est un mélange de... Si on suit le principe... comment dire lorsque je l'ai traduit, c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans, le seul mot sushi demandait une explication dans un manga. Aujourd'hui, lorsque dans une traduction on met sushi, il n'y a plus besoin de mettre une note en disant poisson cru sur un lit de riz vinaigré. De la même manière que de plus en plus le mot ramen, ces termes-là, yakitori, sont passés encore dans le langage courant, mais on n'est pas loin, on n'a plus besoin de mettre une note pour expliquer ça. Là, dans un repas comme ça, c'est très très compliqué. C'est très compliqué de rester abordable pour le lecteur et en même temps d'être précis, de savoir, d'arriver à imaginer pour le lecteur ce que l'auteur a mangé en prison. Donc je vous laisse à l'occasion aller voir ce que ça a donné dans la version française et je dirais pour me dire si vous avez compris ce que le japonais mange en prison. Mais j'en garde un souvenir assez amer en fait, parce qu'on avait mis, finalement on a mis un lexique à la fin du tome parce que les termes de cuisine étaient extrêmement présents, les aliments, beaucoup de choses qui ne se trouvent qu'au Japon et qui n'ont pas d'équivalent en français finalement, et que j'ai été obligé de laisser dans une transcription insatisfaisante. Et le seul moyen, comme il n'y avait de toute façon pas la place de mettre une note de page, c'est même pas une note de page, il aurait fallu, c'est une page en plus pour ça. Donc il y a un lexique à la fin qui permet de renvoyer à ça. Alors j'ajoute que c'est pas une mauvaise idée de faire un lexique, d'autant plus que, contrairement à un roman ou un texte, là on a des images. Et étant donné qu'on a des images, même si on laisse par exemple Nikujaga, je dirais, au hasard, on peut laisser comme ça Nikujaga et puis ensuite avoir recours à un lexique effectivement, ou essayer de le traduire. Et de toute façon, je pense que visuellement, on peut imaginer ce que c'est si on voit un côté un peu viande mijotée, une sorte de petit pot-au-feu comme ça. Peut-être que les images peuvent parfois aussi être à notre secours pour expliquer sans tout traduire non plus en français. Donc parfois aussi on fait des choix d'omettre certains éléments en se disant de toute façon là le lecteur il a cette information. J'ai pas besoin de m'embêter à essayer de trouver une traduction parfaite, ça va être immédiat, il va comprendre de quoi il s'agit. C'est pas évident. Juste pour terminer, le manga a une spécificité, c'est qu'il est extrêmement varié dans les thèmes qu'il aborde. Et là, on n'a pas beaucoup de bandes dessinées où on a un prisonnier qui raconte son expérience vécue. Là, on a ce manga-là. On trouve des mangas de tous les genres. Si on prend un manga comme Golden Kamuy, dont le traducteur se trouve aujourd'hui dans la salle, et qui est un manga extrêmement difficile à traduire et qui comporte des spécificités linguistiques, régionales et en plus culinaires, le manga cumule toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Et là, c'est l'aspect régional et culinaire, mais il y a beaucoup de sujets, en tout cas, qui sont très difficiles à traiter en traduction, je veux dire. Oui, Golden Kamuy, donc qui cumule des difficultés bien surmontées, donc Grand Prix de Coalition, première édition. Bravo, Sébastien Leban. Bravo. Fédois, j'aurais aimé que tu nous parles un peu de Dragon Ball. Oui. Dragon Ball et ses niveaux de langage. Non? Alors voilà, avec ces pages-là, je voulais vous parler un peu des registres de langage. Parce que déjà, moi, ce qui me plaît particulièrement dans la traduction de manga, c'est qu'on fait parler des personnages. C'est très grande majorité de dialogue, donc il faut beaucoup travailler l'oralité, tout ça. Et c'est vrai que l'aspect traduction pour donner la parole à des personnages, pour moi, je trouve ça vraiment limite magique.
et surtout avec une série comme Dragon Ball que j'adore, je l'ai déjà dit. Là, on a un exemple. Goku est un personnage qui s'exprime assez mal en japonais. Il n'emploie pas un langage très châtié. C'est plutôt quelqu'un qui va parler comme un paysan. Voilà. Goku parle comme un bousou. Avec des terminaisons, par exemple, la négation en japonais, ça va être chanai à la fin. Goku, il va faire janai, c'est beaucoup moins poli, beaucoup moins. Voilà, et ça lui donne vraiment une coloration très naïve, enfantine, que j'ai essayé de conserver dans la version française. C'était pas facile. Il y a une grosse rupture quand Goku se transforme en Super Saiyan. Là, il se met à parler de manière très brutale. Par exemple, pour parler de lui, il dit toujours « Hola ». C'est une variante du pronom personnel « Ore », qui est plutôt employé par les garçons. Et là, « Hola », donc c'est pareil, c'est une manière un peu campagnarde de parler de soi. Il se transforme en Super Saiyan, il switch sur le « Ore » et il se met vraiment à ne plus employer les petites terminaisons dont je vous ai parlé. Et c'est vraiment très choquant pour le public qui découvre une facette de Goku qu'on n'avait encore jamais vue. Là, ce passage-là, c'est la fin du combat contre Freezer, où il se détransforme, en fait, il reprend son apparence normale sur la page. Donc, j'avais essayé de vraiment mettre un texte très brutal quand il s'adresse à Freezer, quand il est en Super Saiyan. Il dit oui, maintenant tout le monde va savoir que tu es un minable, tu vas raser les murs, te faire tout petit et machin. Et hop, sa transformation s'annule. Et là, il reprend son langage habituel. Et voilà. Voilà, ça fait un bail pour ton auteur arrête de piétiner. Tu sais maintenant qu'il existe quelqu'un au monde capable de se surpasser, toi qui disais invincible. Voilà. Et donc la dernière case, pardon. Et t'as plus intérêt à faire de méchanceté. Je ne veux plus jamais revoir ta sale tête. Ce qui est voilà, un langage un peu plus naïf, on va dire. Est-ce que j'ai réussi à transmettre la même volonté qu'a voulu faire l'auteur? Je ne sais pas, en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Et voilà, et c'est vraiment très intéressant pour chaque personnage comme ça, de réfléchir au registre de langage. Freezer a une manière de parler très pompeuse, lui par exemple, quand il est dans ses premières transformations. Pareil, il redevient un peu plus brutal en deuxième transformation, il reprend son calme après. Enfin, voilà, c'est des petits détails qu'il ne faut pas laisser passer en français parce que ça donne toute la richesse des personnages. Tu avais quelque chose sur Kid Luck? Oui, ben c'était... ouais. Après, on avait prévu une grosse partie sur l'humour parce que, pour ma part, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile à traduire. L'humour, les gags, les jeux de mots, tout ça. Et ça, donc, cette série, Kid Luck, je l'ai souvent citée comme la série la plus difficile que j'ai eu à traduire. C'est une série en 3 tomes de Yuko Osada qui est sortie chez Kyun. Donc, heureusement que 3 tomes parce que c'était vraiment un défi à plein de niveaux. En fait, c'est l'histoire d'un garçon que vous voyez là, donc qui est un bagarreur, vraiment style racaille, yankee classique à la japonaise. Et il déteste l'humour. Pour lui, il n'arrive pas à faire la différence entre faire rire quelqu'un avec des blagues et que quelqu'un se moque de lui. Donc il le prend mal à chaque fois. Et donc il n'arrive pas à mettre l'humour à sa juste valeur. En fait. Jusqu'au jour où il a une amie, sa meilleure amie, qui se fait agresser et il décide de devenir humoriste pour lui rendre le sourire parce qu'elle adore les spectacles comiques. Il va se lancer dans l'apprentissage d'un style de comédie japonais qui s'appelle le oniri. Et je vais vous décrire un petit peu ce que c'est que le oniri. Donc on a un présentateur qui va poser une question, enfin, qui va énoncer une phrase du genre le prof de maths n'était pas là ce matin, pourquoi? Et ensuite les participants ont chacun une pancarte où ils doivent écrire une réponse dessus et ensuite montrer leur réponse. Et c'est censé être décalé, drôle. Voilà, donc déjà de base, le principe du sketch, pour un public français, c'est compliqué.
Et en plus, il fallait faire en sorte que le héros, au début de la série, il est nul, il est en apprentissage, donc il faut mettre aussi des gags qui tombent à plat. Mais peut-être qu'un gag qui me paraît nul à moi ne va pas être nul pour quelqu'un d'autre. Donc c'est hyper subjectif en fait l'humour. Heureusement, il y avait toute l'équipe de Kyun qui était derrière moi et qui m'a aidé à vraiment brainstormer sur tous ces gags, parce qu'au fur et à mesure, ils s'amélioraient, et à la fin de la série, évidemment, ça finit très bien en triomphe, où ils passent carrément à la télé. Donc il faut faire en sorte que les gags soient très très drôles, et encore une fois, c'est très subjectif. Voilà. Est-ce qu'il y avait une personne dans l'équipe Kyun qui était particulièrement douée pour la suggestion de blagues? C'était vraiment un effort commun. Hein. Ouais. Je crois qu'on était 4 ou 5 sur le sujet. Sur Pandora Earth. Ah oui, alors ça c'est pour les gags visuels. C'est encore le niveau au-dessus quand le gag est dans l'image. Et que le jeu de mots se fait à partir d'un mot japonais qui ne se prononce évidemment pas du tout comme en français. Et là j'ai mis cet exemple parce que c'est une traduction où j'ai baissé les bras, et c'est pas moi qui ai trouvé au final, donc encore une fois travail avec l'éditeur, parce que en gros on apprend au personnage que vous voyez là, Alice, qu'elle a une sœur jumelle, et ils emploient un mot un peu scientifique, on va dire, pour dire jumelle, qui se dit soseji en japonais. Donc soseji, à l'oreille, ça se prononce comme sausage, donc saucisse en anglais. Donc évidemment le personnage ne comprend pas, et je ne sais pas si on voit bien, au-dessus de sa tête, il y a 2 petites saucisses qui apparaissent, parce qu'elle se dit, ah donc voilà, elle adore la viande à la fin, ce sausage. Et donc là j'ai dit à l'éditeur, bon je suis désolée, je sais pas, soit on demande à l'auteur de retoucher le dessin et on met une paire de jumelles. Là, ça fait le jeu de mots, mais on ne comprend plus pourquoi elle est en train de saliver en pensant à une paire de jumelles. Donc évidemment, ils m'ont dit, non, on ne va pas retoucher le dessin de l'auteur. Et c'est Ahmed, donc de chez Kyun, qui est japonisant, qui est venu à mon secours et qui m'a dit, on va mettre des quenelles, parce que des quenelles à l'oreille, ça ressemble un peu à jumelles, et en plus, on peut croire que le dessin des saucisses, ce sont des quenelles. Voilà. C'est pas grave. Donc c'est bien parce qu'on voit quand même que le brainstorming il va jusqu'au patron, jusqu'au boss de Kyun. C'est très impliqué. Sur Rumiko Takahashi, je crois que c'est quelqu'un qui a un sens de l'humour assez particulier, non? C'était un défi quasiment à chaque page, Ranma et demi, parce que c'est très drôle tout le temps, c'est iconique, c'est des répliques cultes, et je vous ai mis celle-ci parce que pour le coup, c'était vraiment très très tiré par les cheveux. Donc on a Ryoma, qui est un personnage qui se perd tout le temps, donc qui voyage beaucoup à travers le Japon, et qui a pour habitude de ramener des souvenirs, des petits cadeaux culinaires, souvent à Akane, parce qu'il est amoureux du personnage féminin principal. Et donc là, il veut lui déclarer sa flamme, et il a choisi 3 aliments. Donc sume, qui est une sorte de calamar séché, il me semble. Kikurage, c'est, je crois, une sorte de chrysanthème, je ne sais plus trop comment, même moi je ne sais plus. Voilà. Et des dango, c'est genre des boulettes de riz. Donc on prend le début des 3, ça s'appelle Tsukida, ce qui veut dire « je t'aime » en japonais. Donc j'ai dû m'éloigner énormément, malheureusement, du texte japonais et miser sur le fait que les lecteurs français n'allaient pas très bien identifier le calamar séché, les racines de chrysanthème et les dango. Donc j'ai mis de mémoire, donc j'ai ramené un jeu, une taie d'oreiller et une boîte qui fait me, pour faire je t'aime. Là, il faut applaudir. Voilà, non, c'est nul. C'est nul. Mais c'était nul aussi dans la version en vidéo. Voilà. C'est pareil. C'est le même niveau, c'est très bien. C'est exactement ça. Bien joué. Alors.
L'important étant de garder la nullité de la VO. Voilà, exactement. Ah oui, sur Balakamon. Balakamon, qui est une série très sympa aussi, sur un calligraphe de Tokyo qui est envoyé sur une île perdue de l'archipel Goto. Une série qui a été assez... qui a été un défi aussi au niveau du patois, parce qu'il y en a beaucoup, mais là c'est pas ce dont je voulais vous parler. C'est parce que pour le coup, j'ai fait 2 adaptations de jeux de mots et en fait je ne savais pas que j'allais devoir réadapter derrière. En fait, il y a un personnage qui est censé être très rapide à la course, qui s'appelle en japonais Dashu Higashino. Higashino, c'est son nom de famille. Dashu, ça vient de l'anglais dash, donc courir vite. Et donc tout le monde l'appelle comme ça, Dashu Higashino. Donc moi j'avais adapté ça en Higashino le bolide. Le bolide, il va très vite. Voilà. Bon, il se trouve que quelques temps plus tard, on se rend compte qu'il court pas si vite que ça, et il décide de lui trouver un autre surnom. Et là, il remarque que ce personnage a une coupe qui ressemble un peu à un champignon. Une coupe un peu au bol. Donc, quelqu'un propose comme nouveau surnom Mash Higashino, de mushroom, en anglais. Et donc, quelques tomes plus tard, je me trouve à devoir changer Dashu le bolide en Mashu, et du coup, j'ai mis Higashino le bolet. Bolide, bolet. On peut applaudir. Non, mais non, c'est nul. Mais bon, ça m'avait fait marrer de voir que, heureusement que j'avais choisi bolide, parce que si j'avais choisi autre chose, ça aurait été beaucoup moins évident de trouver autre chose pour rebondir. Donc, alors Mitsuru Adachi est un auteur de la même période à peu près que Rumiko Takahashi et qui est issu du même magazine. Donc c'est des personnes qui se connaissent et qui ont à peu près le même humour et qui jouent beaucoup sur les doubles sens des mots, sur le double sens des kanji. Là c'est un passage d'un manga qui s'appelle Katsu, qui est un très bon manga, évidemment parce que tous les mangas d'Adachi sont des très bons mangas. Et dans ce passage-là, il y a un personnage qui est à sa fenêtre, un autre qui vient le voir et qui lui dit Manu, tu descends. Et puis non, en fait, il lui dit donc je suis ton pote, viens, il pleut, et l'autre ne veut pas sortir. Et il lui dit descends, je suis ton meilleur ami. En japonais, meilleur ami, c'est Shinyu. Shinyu, le meilleur ami. Et l'autre ne veut pas admettre, en tout cas il veut le vanner, donc il ne veut pas admettre que c'est son meilleur ami. Il fait semblant de mal comprendre. Et au lieu de comprendre Shinyu, il fait il détourne le mot et il part sur Shinyu, Shinyu qui est le fait d'entrer à l'école. Donc au lieu, le personnage dit hey, descends, je suis ton meilleur ami, et l'autre qui lui dit c'est pas mon meilleur ami, on a juste fait notre entrée à l'école ensemble. Et c'est une sorte de gag filé qui joue sur la sonorité du mot Shinyu et les dérivés qui vont avoir, les sons qui vont s'en approcher. Donc on part de Shinyu, on va à Shinyu. On a un petit panneau indicatif ici qui est un début de kanji, en fait, qui fait référence, je pense, à Susumu, il me semble, donc le fait de progresser, d'aller en avant. On dérive ensuite sur le mot Kinyu, qui est ici. En fait, on joue sur toutes ces sonorités entre le in et le you, le kin et le you, et à chaque fois, donc c'est une sorte de question-réponse entre les deux personnages. Un qui réfute à chaque fois et l'autre qui lui dit mais non, je suis ton meilleur ami, et l'autre lui répond mais non, tu es juste mon copain d'école. Après je me souviens plus ce qu'il y a en bas, mais bref, l'idée c'est que c'est un gag filé et qu'il y a une réponse, comme ça, un jeu de réponses de l'un à l'autre, et que je me suis demandé comment j'allais jouer avec ça, d'autant plus que ici évidemment il y a un petit indice qui fait que je ne peux pas trop, que je suis un peu obligé de tenir compte de ça. Donc ce que j'ai fait, je suis parti d'un mot qui pouvait se rapprocher de meilleur ami, et je me suis dit pote, mon pote, ça peut être pas mal. Et je vais essayer de dériver le mot pote à chaque fois, faire en sorte qu'ils ne comprennent pas que le mot pote, c'est pas le mot porte, c'est pas le mot prost, c'est pas le mot. Et donc j'ai joué sur cette sonorité entre les potes. Donc il lui dit tu descends, t'es mon meilleur pote. L'autre lui dit, je ne me souviens plus exactement, mais bon, bref, en bas de la page, ça terminait sur Alain Prost.
Donc il y avait toute une espèce d'absurdité dans le dialogue que j'ai essayé de rendre dans cette page-là. Bravo Thibaut. Toujours, je sais que la prochaine c'est aussi. Ouais, on reste sur. Là c'est autre chose, là c'est de l'humour absurde. Alors vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'il y a une photo comme ça, c'est une photo que j'ai prise à côté de chez moi, c'est assez amusant. Parce que dans. Alors tiens, là c'est un dialogue entre une lycéenne et le proviseur de l'école. Le proviseur de l'école est un homme d'une cinquantaine, soixantaine d'années. Et comme beaucoup de Japonais de cet âge-là, il aime bien faire des jeux de mots et des gags pourris. Là, dans cette phrase-là, donc il convoque la jeune fille pour la forcer à faire un club de boxe, parce qu'elle devienne absolument manager d'un club de boxe. Et après une discussion tout à fait normale, pour lui signifier que son père est gérant d'un club de boxe, et pour lui signifier que c'est tout à fait normal qu'en tant que fille d'un gérant d'un club de boxe, elle devienne manager d'un club de boxe. Il lui dit Yappari Kaeru no ko wa kaeru, c'est-à-dire Kaeru c'est la grenouille, Kaeru no ko c'est la petite grenouille, donc en français ce serait les chats ne font pas des chiens, c'est-à-dire la grenouille fait forcément un bébé grenouille. Ce que j'ai logiquement traduit par les chats ne font pas des chiens, mais que j'ai légèrement adapté parce que à la fin, juste après les chats ne font pas des chiens, le directeur a la bonne idée de dire Kamenoko wa Tawashida. Tawashida. Ce qui ne veut absolument rien dire parce que en fait c'est un slogan publicitaire. Il faut savoir que Kamenoko, donc Kame la tortue, Noko l'enfant de la tortue, Tawashi, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas du tout un animal, ça explique la photo qui est juste à côté. Tawashi, ce sont des brosses qui servent, voilà, des brosses. Là, ça se voit pas trop, mais en fait ce sont des brosses qui servent à se laver. Et donc Tawashi, c'est ce qu'on voit là. Kamenoko wa Tawashi. Kamenoko, c'est le nom de la marque de ces brosses. Et c'est le slogan que tout le monde connaît au Japon. Lorsqu'on dit Kamenoko wa Tawashi, et bien, tout le monde pense à ça, tout le monde sait exactement ce que c'est. Donc il a fallu trouver quelque chose qui était aussi absurde que ce gag-là, aussi nul que ce gag-là, parce que c'est même pas un gag en fait. Et donc, comme j'ai un certain âge, je me suis rappelé d'une publicité sur la lessive Le Chat, et je me suis dit que comme j'avais dit les chats ne font pas des chiens, et ben j'ai dit les chats ne font pas des chiens, et la lessive c'est le chat. Voilà, c'est comme ça que je suis arrivé au bout de cette case-là, et au bout de ce petit exercice. Alors, voilà ce qui occupe nos week-ends. Un autre grand maître du manga, Naoki Urasawa. Ah oui, voilà, ça va être plus court. C'est assez simple en fait. Là, c'est. Alors, Urasawa est également issu du même magazine, issu de la même génération que Rumiko Takahashi et Adachi Mitsuru. Et là, c'est un jeu de mots qui tombe assez sous le sens. Cette jeune fille de bonne famille est au lycée Seishinjo Gakkan, qui correspond dans la sonorité au Sacré-Cœur, à l'école du Sacré-Cœur. À une différence près, qui est ce caractère-là, le deuxième caractère, qui normalement se trouve être le cœur, l'esprit, donc le Sacré-Cœur, est ici celui du corps. Donc le Sacré-Cœur est devenu le Sacré-Corps. Ce qui permettait, on aurait pu complètement passer sur ce jeu de mots, mais je me suis dit que c'était marrant de garder que le Sacré-Cœur devienne le Sacré-Corps. Et c'était tellement inattendu que la correctrice, lorsque j'ai envoyé le texte, m'a dit attention, vous faites une grosse faute. C'est pas Sacré-Cœur, c'est pas Sacré-Corps, c'est Sacré-Cœur. Mais non, c'était juste volontaire. Bravo. Alors, on va changer de continent. Moi, je vais parler dans l'autre sens un petit peu de la traduction d'un autre manga, un manga français qui s'appelle Radiante. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà lu. C'est publié chez Ankama, 17 tomes à ce jour, et Tony Valente, auteur toulousain, notre star nationale du manga. Donc, moi, je publie au Japon Radiante depuis 2015. Le tome 17 est sorti hier, tout juste, tout frais, tout chaud.
Et donc je vous ai mis quelques petits exemples du tome 17, parce que Tony a comme spécificité d'être assez taquin sur les textes. Il aime bien, c'est quelqu'un qui a vraiment un goût pour le mot, il aime beaucoup tout ce qui est calembour française, Camelot, de l'école Camelot un peu. Donc dans l'écriture de Radiante est une écriture un peu particulière, avec des textes assez riches et surtout beaucoup d'oralité, beaucoup de références et beaucoup d'images qui vont être déformées, il va s'amuser à les déformer. Donc là je vous ai donné quelques petits exemples comme la fleur à l'épée, parce que la fleur au fusil, mais on est dans un univers fantasy, donc la fleur à l'épée, et là, sur ce type de choses, je perds mon traducteur, pour savoir. C'est des moments d'intense doute pour lui, et de stress, donc autant il est très très bon il n'a aucun problème sur les textes extrêmement tortueux de Jodorowsky ou de Moebius, qui sont pour moi assez difficiles à comprendre, mais sur du langage extrêmement vivant, qui font référence vraiment à ce que les Français ont l'habitude de s'échanger, de jouer, les mots sur lesquels les Français jouent beaucoup. Ce sont des aspects extrêmement difficiles de la traduction, pour la traduction du français vers le japonais. Donc là, par exemple, ça a dû tourner au vinaigre. Ce type de mot tourner au vinaigre, en fait, quand c'est un traducteur japonais qui n'a jamais vécu en France, qui n'a pas d'amis français, qui n'a pas l'habitude de converser avec des Français ou de connaître des Français, pour peu qu'il soit un peu à la bourre sur sa traduction, un peu rapide, il va premier degré, il trouve ça bizarre, soit il met une question, soit il appelle un pote, soit il va sur internet, et quand il n'y arrive pas, il se dit bon bah finalement c'est peut-être ça que l'auteur y va, et en général à ce moment-là on reprend, on lui explique que non, c'est les Français, et en général il me demande mais pourquoi, et je suis incapable de répondre pourquoi on utilise plus de la moitié de nos expressions. Donc voilà, tourner au vinaigre par exemple. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Naître sous une bonne étoile, c'est des choses aussi qui c'est-à-dire que voilà, essayer d'arriver à identifier où sont les images, c'est un exercice assez difficile pour les traducteurs dans ce sens. Les images en français, on en met beaucoup, pas du tout d'une manière régulière, c'est complètement aléatoire, c'est une espèce de random en fonction de notre tempérament et de notre humeur sur le moment. Et c'est très difficile pour les traducteurs de savoir exactement si l'auteur, là, il est littéral, ou c'est une image, ou ça a un sens, ou alors on peut complètement zapper. Et sur Radiante, je dois dire que des fois c'est assez savoureux. Alors, je suis un peu trop. Et puis, je pense qu'il faut rappeler qu'en français, on a un goût pour l'ironie, qui n'est pas partagé par les Japonais d'une manière générale. On a un goût pour la référence. Les auteurs qui travaillent dans le divertissement, ils aiment bien citer leurs références, qu'elles soient cinématographiques, dans des séries télé, de ce qu'ils ont vécu quand ils étaient enfants. Et c'est beaucoup moins le cas dans les mangas, en fait. En tout cas, dans les mangas récents, c'est beaucoup moins le cas. Donc, le traducteur dont parle Frédéric est moins habitué à ça, et je comprends tout à fait qu'il bute sur notre utilisation et sur la manière dont on digère et où on régurgite nos références. Exactement. Donc, tout à l'heure, Fedwa, tu me disais que c'était aussi un travail d'équipe où on pouvait bénéficier d'une interaction avec l'édito pour trouver des solutions. Là, c'est exactement le cas. Il sait que Tony Valente est un coquin, il met plein d'images et de mots jargonnants dans le texte, et qu'il va avoir des difficultés même à les trouver sur Internet. C'est pas toujours évident d'avoir, pour un japonais, d'aller sur le net français, de trouver les références, puisqu'elles ne sont décidément pas dans les dictionnaires franco-japonais. Donc sur des trucs comme ça, même des choses qui nous paraissent vraiment faciles, descendre de ces grands chevaux,
bon, bah, on l'a jamais entendu, on cherche à cheval, il n'y a pas d'expression, on va sur un coup sur YouTube, éventuellement on la trouve, mais on peut vite passer à côté, et pour peu qu'il y ait un ou deux chevaux dans l'histoire, hop, on se dit que bah, c'était en lien avec les chevaux qui sont passés. Voilà. Et quand on dit, mais non, c'est une expression, mais alors c'est quoi l'origine des expressions, pourquoi descendre de ces grands chevaux, voilà. Et on se retrouve bien embêté parce qu'on ne sait pas expliquer nos fameuses expressions, le désarroi de l'éditeur. On est au vinaigre, il faut prendre l'étymologie, oui, c'est on cuisine quelque chose, une mayonnaise par exemple. Alors ça, effectivement. Et puis bah, ça devient du vinaigre. Non, je fais du vin en fait, c'est bon. Dans la fabrication voilà. du vin, plutôt que de faire un bon vin, bah, ça devient du vinaigre parce que après, mal de débrouiller. Thibaut, tu parlais des références, effectivement, il y en a aussi. Hein. Par exemple, là, c'est quoi ce Golgoth? Bah, là, par exemple, je le perds. Golgoth, il me demande si c'est un nom d'un personnage, voilà, bah, je lui explique non, Goldorak, tu sais, tata, les Français, ils sont restés des grands enfants et tout le monde s'est rentré maintenant dans le langage commun de un Golgoth. Donc, je ne sais pas sur les nouvelles générations si c'est un mot, c'est un Golgoth, si c'est devenu vraiment à voir. Interroger comme des Golgoth, par exemple, vous l'avez traduit comment? Ben, en fait, non, on revient à ce que ça représente, c'est-à-dire un gros monstre balèze ou un gros truc, on trouve un mot qui signifie un gros gars balèze et on essaie de l'enrober avec un peu de trouver quelque chose d'un peu original, un peu plus enrichi. Ça, c'est des références qui sont assez identifiables. Le terme en fait saute aux yeux du traducteur, mais tu parlais de Kaamelott. Si dans le texte, Tony s'amuse à mettre un c'est pas faux. Oui, bah, qui est le gars récurrent. Oui, c'est alors, moi je passe derrière. Donc, alors, à la différence de. Moi je check toutes mes traductions, que ce soit Radiant comme toutes les autres, je les check du japonais vers le français pour éviter justement, pour rattraper, faire un râteau comme ça de toutes les expressions, les jargons, le jargon français et les créations des auteurs des fois, parce qu'ils font aussi des créations, ils prennent deux mots, ils les mixent comme ça, ils font des nouveaux Pokémon et ils les mettent dans leur manga, donc dans leur bande dessinée, et ça c'est assez douloureux pour les traducteurs qui décidément ne trouvent pas la solution, même en appelant un livre. Alors là, j'avais quoi? Oui, là, on parlait de l'ironie, le ton sarcastique. Et là, on est aussi sur quelque chose, c'est pas forcément évident. Il ne faut pas comprendre si c'est trop chaud, oui, à cache-cache, et repasser le classé de la bise. Ensuite, ce qu'il veut dire, c'est le cornu, je vous crève. Donc, on a cette mise en situation avec. En lecture comme ça, il faut réussir vraiment en français, ça parle, on voit tout de suite quelle est l'intention derrière ces petits mots doux. Il dépeint un personnage, un boss, la réaction du boss qui va pas être cool, de dire ah bah vous l'avez pas attrapé, c'est pas grave. C'est-à-dire si on l'attrape pas, il va pas nous ménager, il va vraiment nous saigner. Et donc c'est ce qu'il explique avec ironie, c'est le ton du personnage, mais pour le traducteur, c'est des moments un peu de. Voilà, il faut adapter, c'est-à-dire que l'adaptation qui sont compliquées. Les traduire me claquer la bise, par exemple, ça n'a aucun sens. Non, là, je pense qu'il faut être vague en disant ça ne signifie pas qu'il ne se passera rien, mais au contraire, c'est ça. Donc il y a une phase d'adaptation, de décodage, où on revient à un truc littéral, on essaie de choper le truc littéral, ensuite on essaie de comprendre l'intention et de remettre un avis qui va coller sur la situation. On a un personnage comme le roi de Golm, qui est donc un homme avec qui n'est plus un jeune homme, mais qui se prend pour un éternel jeune homme à faire de la muscu, à essayer de parler de jeunes. Donc il passe son temps à essayer désespérément de mettre du wesh, de mettre du jargon dans ses phrases, sauf qu'il n'est plus à la page. Donc Tony en fait un personnage qui parle aux jeunes, mais un peu démodé. Donc il y a cette espèce de décalage de vieux qui se la jouent jeunes, mais has-been. Et donc ça fait des choses qui sont
pour moi très drôle. Je passe vraiment d'excellents moments de lecture sur Radiant. C'est vraiment mon manga préféré et je suis très content de le traduire. Mais pour mon traducteur, c'est une souffrance totale. Je le perds souvent avec le personnage du roi. Je le vois venir, en plus je lui dis ce tome 15 là tu vas prendre cher, c'est pas mal. Et voilà. Sur des choses comme ça, il y a une phase où voilà, on y va pédagogiquement, on explique chaque mot parce que voilà, sur la première tentative en général il est un peu en panique. Et ce qui est génial, c'est comme c'est le traducteur de Radiant, c'est quelqu'un qui lit le Shonen Jump depuis tout petit, il le lit toujours toutes les semaines, et il a vraiment cette capacité à restituer des dialogues très shonen, très shonen manga, très écurie Shueisha. Donc il a cette capacité derrière d'adaptation phénoménale, mais sur la première phase de décodage, alors là c'est assez sportif en fait. Mais une fois qu'on a passé cette étape, il arrive vraiment à trouver des solutions intéressantes, et des fois, il estime que pour rendre la chose naturelle en japonais, il y a besoin d'effacer des blagues, il y a besoin de retirer du matériel, et au contraire de rajouter des tonalités à certains endroits pour enrichir et compléter la personnalité des personnages. Ouais, il faut parfois faire le deuil de certains mots, certaines expressions pour pouvoir proposer plutôt une traduction correcte. C'est pas évident parce qu'en tant que traducteur, je pense qu'on a plus envie de tout traduire, de tout rendre pour le lecteur. Parfois, il faut aussi soit faire des omissions, soit des modifications, des adaptations, on peut perdre quelque chose. Mais ce que l'on perd, on peut aussi gagner d'un autre côté. C'est ce qui, je pense, que ça s'équilibre au final. Frédéric me permet de passer ton regard sur l'horaire. L'horaire, ça va terminer. Donc, je pense qu'on peut peut-être passer à une petite. Qui ferme le chapitre. D'accord. On va peut-être s'arrêter là et passer aux questions-réponses. On avait plein de choses encore à vous raconter, mais je pense que ce sera pour l'année prochaine. Un énorme merci au Festival d'Angoulême pour sa collaboration et son soutien, à l'ambassade du Japon en France, et je vous souhaite tous un très bon festival. Suivez l'annonce du Grand Prix demain pendant la cérémonie des Fauves, et on vous dit à l'année prochaine. Merci beaucoup et bonne soirée.